Bonjour. T'es en mute, Sébastien, je crois qu'on t'entendait pas. Ah! Après 2 ans de stream, on fait encore ce genre d'erreur, Ah quelle bah oui, horreur. t'inquiète. Bonjour à Ouais. toutes, je disais, il est 16h vendredi si vous nous regardez en direct. Si vous ne regardez pas en direct, il est l'heure qu'il est chez vous, peut-être le milieu de la nuit. Bienvenue dans le quiz de certification AWS en français. Une petite dizaine de questions qui ressemblent à des questions de certification AWS pour vous donner l'occasion d'apprendre ou pour vous donner l'occasion de vous préparer aux examens de certification. Et mon complice ce jour, c'est Mohamed. Bonjour Mohamed. Salut Re- Sébastien, bonjour à tous. Alors, présente-toi en 2 minutes. Tu es Ouais. le leader du user group de Genève. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais tu fais des tas d'autres choses également. Exactement, donc je suis responsable avec d'autres personnes du meet-up de Genève AWS. Je fais partie du Community Builder Programme, un programme qui permet aux gens de s'imprégner d'AWS et puis de communiquer et puis voilà, de prêcher la bonne parole autour d'AWS, tout ce qui est best practice, tout ce qu'on peut faire avec AWS. Et puis je travaille pour un partenaire AWS, donc voilà, je suis immergé dans ça, c'est mon quotidien. Tu ne fais que du cloud. Tu vis, tu dors, Pratiquement, tu je dis pas que manges du cloud, mais beaucoup, j'en fais beaucoup. du cloud. Si vous voulez participer au quiz aujourd'hui, vous allez sur myquiz.org et vous tapez tout en haut de l'écran, on vous demande un code, vous tapez 739 860, 739 860. Vous pouvez aussi scanner le QR code qui est à l'écran. Vous pouvez avoir confiance, c'est moi qui ai fait avec mes petites mains, ça vous emmènera nulle part d'autre que sur myquiz.org. Et donc le code du jour, c'est 739 860 739 860. Je vais vous laisser quelques secondes, le temps de vous connecter à cet écran de quiz 739 860 sur myquiz.org. Une fois qu'on aura une petite majorité d'entre vous qui seront connectés, on va commencer à jouer. Alors je le répète à chaque fois, il y a plusieurs moyens de jouer ou plusieurs moyens de regarder cette vidéo. Déjà, soit vous regardez calmement dans votre fauteuil et puis vous participez pas, vous regardez, vous apprenez. Soit vous participez, vous jouez, et là encore, il y a encore deux moyens différents de jouer. Il y a jouer pour apprendre, et puis il y a jouer pour gagner. Si vous jouez pour gagner, la vitesse à laquelle vous allez répondre aux questions a de l'importance également. Vous avez plus de points si vous répondez rapidement aux questions. Aujourd'hui, c'est Mohamed qui a fait les questions. Ça ressemble à du associate architecte, je dirais. Tu es d'accord avec ça? Oui, plutôt. Grosse différence entre les certifs associés et les certifs pro, c'est que les certifs associés, en général, elles portent sur un service, tandis que les services pro, ce sont des mises en situation dont la réponse porte sur une combinaison de plusieurs services. Tu viens de passer la certif DevOps Pro, je ne me trompe pas. Vous le Exact, ça fait repassez. pas très Ok. longtemps. Ouais. Et donc, vous Et avez... je confirme ce que tu dis, souvent, la plupart des questions regroupent un vrai use case qui est souvent assez compliqué, et ça regroupe deux, trois services de temps en temps. D'accord. Allons-y. On va essayer ces questions-là. Donc, il y a 10 questions et je lance le quiz. Vous avez 90 secondes pour répondre aux questions. Vous avez 90 secondes pour répondre aux questions. Et puis après, on débriefera ensemble les questions, expliquer pourquoi la bonne question est la bonne question et pourquoi ou les mauvaises réponses sont les mauvaises réponses. Le lien est à l'écran, myquiz.org, 739 860, 739 860. Il est là à l'écran, donc n'hésitez pas à vous connecter. Et puis, posez des questions. On est en direct, vous n'êtes pas en train de regarder une vidéo préenregistrée, en tout cas si vous la regardez là maintenant, vendredi 18 juin, à 4h d'après-midi, on est en direct, donc vous pouvez poser vos questions. Si vous n'êtes pas d'accord avec une de nos explications ou si quelque chose n'est pas clair, dites-le nous, vous tapez votre message dans le chat, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, nous on les voit, on met les questions à l'écran et puis on répond ensemble et on débriefe ensemble tout cela avec tous les détails dont vous avez besoin. Hop, je vois que le nombre, je parle un peu et je traîne un peu parce que ça vous laisse le temps de vous connecter. Je vois que le nombre d'utilisateurs augmente sur MyQuiz. Là, on a à peu près la moitié des gens qui regardent le stream. Donc, allons-y. Go. Les questions sont en anglais, mais je les lis en français. Et voici la première question.
Quelles seraient les bases de données? Il y a plusieurs réponses correctes à cette question. Les bases de données qui permettraient, avec le moindre effort, de pouvoir stocker, d'analyser des relations complexes interpersonnelles entre des gens dans un réseau, comme un réseau social, un réseau politique, un réseau mafieux. Donc, analyser des relations entre gens dans une base de données. Est-ce que pour faire ça, vous devez, réponse A, utiliser votre propre base de données sur Amazon EC2. Réponse B, utiliser Amazon Redshift. Réponse C, Amazon Neptune. Réponse D, DynamoDB. Je répète, il y a 2 bonnes réponses à cliquer. Vous devez cliquer sur 2 lettres. Alors pour ceux qui vont rester jusqu'au bout, je répète qu'il y aura la possibilité de recevoir des crédits de 25 $ à mettre sur son compte AWS. Donc vous devez rentrer une toute petite enquête de satisfaction et vous recevrez un code que vous pouvez faire valoir sur votre compte AWS, 25 $ de remise sur votre prochaine facture. Cheikh Grasso qui demande si j'en fais faire des quiz en français. Ben, on les explique en français, mais on va laisser les questions en anglais parce que ces questions qu'on invente pour vous, on les déroule dans des quiz AWS dans plusieurs pays, dans plusieurs langues, notamment en anglais, notamment en allemand. Donc c'est pour ça qu'on les garde en anglais. La bonne réponse est tournez votre propre base de données sur EC2 et Neptune. Alors, on va peut-être commencer par Neptune parce que c'est moins connu. Déjà, quel type de base de données il faut, Mohamed, pour stocker ce genre de relations? Alors, les bases de données qui sont les plus à même de stocker ce genre de relations, ça va être plutôt les bases de données en graphe. Et justement, Amazon fournit une tel genre de base de données qui est Amazon Neptune, donc qui est une base de données managée par AWS et qui est en graphe. Qui est compatible avec une base de données graphe connue du marché, comme on a pu le faire avec RDS MySQL ou Aurora Postgres ou des choses comme ça, ou c'est un truc spécifique Amazon? Ça, c'est une bonne question, faudrait que je vérifie. Je pose la question, je suis naïf parce que j'y connais pas rien alors du là, tout en graph database, donc je connais pas la réponse non plus. Mais ok, je vais vérifier. Faudra vérifier, je sais pas. D'accord. Donc Neptune, service managé pour une base de données graph. Exact, voilà. Et donc la deuxième réponse, ça serait avoir sa propre base de données graph sur son EC2. Et là, typiquement, on pourrait partir sur des choses comme Neo4j. D'accord. Amazon Redshift n'est pas une bonne réponse parce que... Parce qu'on est plutôt sur une base de données qui est une base Postgres, si je m'abuse. Quelque chose comme ça. SQL Postgres, mais voilà. C'est surtout une base de données de Data Warehouse. Exactement, aussi, oui, tout à fait. Où les données sont organisées en colonnes pour pouvoir faire des full table scans assez efficacement. Et puis Dynamo, on est sur quelque chose de NoSQL avec les valeurs, donc voilà, c'est pas document, donc pas forcément le bon use case, en effet. Donc, soit tourner votre propre base de données sur Amazon EC2, soit utiliser le service managé Amazon Neptune. Ben voilà pour cette première question pour se mettre en jambe. La suite. La suite, c'est que vous êtes l'architecte d'une application un peu complexe et qui a besoin de beaucoup d'IOPS, donc des opérations disques, des entrées-sorties par seconde, pour avoir une très faible base de latence, pour accéder à vos données à partir d'Amazon EC2. Quelle est la meilleure option de stockage pour avoir un nombre massif d'IOPS et une faible latence en IOPS? Est-ce que vous devez utiliser Amazon EFS? Est-ce que vous devez utiliser Amazon EC2 Instant Store? Est-ce que vous devez utiliser Amazon EBS ou Amazon S3? EFS, c'est Elastic File Storage. EC2, c'est Elastic Compute Cloud. EBS, c'est Elastic Block Storage. Et S3, c'est Simple Storage Services. C'est un petit exercice de mémoire en même temps pour moi. Ah ouais. Donc, vous êtes l'architecte d'une application qui a besoin d'utiliser beaucoup d'IOPS à partir d'une instance Amazon EC2. Quelle est la meilleure façon, non pas de marcher, mais d'accéder à votre stockage? EFS, Instant Store, EBS, S3. Il reste 15 secondes pour entrer votre réponse. Bon, il y en a un qu'on peut éliminer assez facilement. Hein. Oui, c'est assez simple. Et celui qu'on peut éliminer assez facilement, c'est Amazon S3.
On est En d'accord? effet, oui. Oui, oui. D'ailleurs, personne n'a répondu S3. Voilà, bon, c'est bien. En effet, Alors, S3 est toi, je vraiment voulais... pas Mhm. ouais. En Ah effet, bah, S3 est vraiment pas compatible par rapport à ce use case-là. Les 3 autres sont compatibles, néanmoins, Instant Store permet, du fait qu'il est attaché à la machine EC2, d'être beaucoup plus performant en termes de latence. Cette question, elle est un peu, comment dire, elle ressemble beaucoup aux questions de certification parce que là, typiquement, ils ont pas, j'ai pas donné le fait, par exemple, de dire est-ce que j'ai besoin de storage qui soit persistant ou pas. mhm. Dans le temps. Et là, c'est des choses qu'il faudra prendre en compte pendant les certifications. Si vraiment on vous donne pas le détail qui va bien, faut vraiment pas partir sur EFS, par exemple. Je vois que pas mal de gens ont mis EFS. De toute façon, la question porte sur du massive IOPS, et donc des 3 Voilà, options, si on regarde juste les IOPS, c'est Instant Store qui a le plus d'IO. exactement. Ça, aussi, c'est typique des questions de certification. On ne va pas vous demander combien d'IO sont possibles avec l'un ou l'autre. Il ne faut pas retenir des chiffres bruts, il faut juste retenir des ordres de grandeur. Et donc, si on vous dit beaucoup d'IO, bah, c'est les disques attachés en local à la machine. Hein. Voilà, il n'y a pas photo. Exact. Attention, Instant Store, si vous terminez la machine, ou même si vous faites un stop et un start, vous le perdez, hein, puisque ce sont des disques qui sont physiquement sur la machine où tourne votre VM. Et donc, si vous faites un stop et un start, la machine, elle va redémarrer sur un autre host quelque part dans le data center. Et donc, bah, elle aura perdu l'accès à ces disques locaux. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est très rapide, c'est que c'est pas cher parce que c'est inclus dans le prix de C2. Donc, même si vous les utilisez pas, même si vous les utilisez, vous payez pas plus cher. Mais si on arrête la machine, on ne l'a plus. Donc, c'est bien pour du cache typiquement ou du travail qui peut être régénéré. Tu as autre chose à rajouter? Ouais. Non, t'as tout dit. Ah. Allez, question 3 alors dans quelques secondes. La question 3, c'est vous managez vos containers avec Amazon ECS et vous voulez recevoir des alertes quand votre flotte de containers doit faire un scale up ou scale down, donc scale in et scale out. Quel est le meilleur outil, ou le plus approprié en tout cas, quel est l'outil le plus approprié pour cette tâche? Est-ce que pour recevoir des alertes, il vaut mieux utiliser Amazon SNS? Est-ce qu'il vaut mieux Amazon SQS? Est-ce qu'il vaut mieux CloudTrail ou Amazon CloudWatch? Donc Amazon SNS, je réessaye Simple Notification Service, Amazon SQS, Simple Queue Service, AWS CloudTrail ou Amazon CloudWatch. Pour revenir sur la question précédente, il y a Chekrasso qui demande pourquoi pas EFS, parce que EFS a moins d'IO que les Instant Store. Exact. Tout à fait. Et puis même moins d'IO qu'un EBS qu'on mettrait en provision, par exemple IO. Donc typiquement, si on avait demandé quelque chose de persistant qui a beaucoup d'IO, on partirait plutôt sur un EBS avec du provision. Plutôt que EFS. 20 secondes pour rentrer vos réponses si vous ne l'avez pas encore fait. Pour le moment, dans les points, on a Ch'ti Adrien à 19 points, Elsrari Nadir à 8 points et Bob à 7 points, Just Me 6 points. Et la bonne réponse est tadam, CloudWatch. Alors pourquoi CloudWatch? Alors, en effet, je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont mis SNS. SNS aurait pu être quelque chose pour notifier, tout à fait. Enfin, c'est vraiment le but du service. Néanmoins, quand on parle de scaling, et ça veut dire qu'à un moment donné, on va surveiller, surtout sur la partie ECS, l'utilisation de la CPU et de la mémoire. Et ça va se faire avec du CloudWatch. Et donc ça va être sur cette base-là que tu vas scaler, et sur cette base-là, très facilement, tu pourras mettre en place des alarmes pour te dire que, bah voilà, en fait, j'ai atteint le niveau de CPU ou de mémoire qui va me forcer à scaler, et avec cette alarme-là, avec ce niveau-là, bon, tu vas forcément scaler, et donc en même temps faire une alarme et notifier la personne ou les personnes qui vont bien pour leur dire que ça a scalé. Donc c'est plus simple que de mettre en place SNS. Comment CloudWatch notifie? Il passe par SNS ou il envoie les mails en direct? Parce que justement, Ch'ti Adrien nous dit que tiens, c'était un peu un piège avec SNS. Et oui. Exact, c'était un peu un piège avec SNS, tout à fait. C'était un peu un piège, oui. Et pourquoi? Parce que SNS peut envoyer l'alarme, mais c'est pas le. Enfin, il peut envoyer un mail, point.
Exactement, mais c'est pas lui la- qui va détecter le, c'est le, ça. le, 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 le scaling. Ça va être plutôt CloudWatch, avec son alarme. Exactement. Donc, CloudWatch avec son alarme, plus un moyen de notification. SNS, Exact. c'est un moyen d'information, de passer de l'information, mais Oui. n'a pas d'alarme en tant que tel. Et c'est ça qui disqualifie SNS. Et vous êtes 2 tiers à être tombé dans le petit piège. Désolé, vous allez vous rattraper avec la question suivante. Votre fonction lambda utilise une librairie qui fait 300 mégabytes. Il faudra que tu me donnes des exemples de librairies avec 300 mégabytes. Alors, j'en ai vu une il n'y a pas très Laisse longtemps. réfléchir, je termine de lire la Euh, question, mais dis-moi ça après. Comment est-ce que vous pouvez fournir cette librairie à votre fonction lambda? Est-ce que vous créez un déploiement zip avec le code de votre fonction lambda et la librairie, un peu comme d'habitude, quoi. Est-ce que vous packagez cette librairie comme une layer lambda? Ou alors est-ce que vous utilisez un shared file system, par exemple EFS, pour déposer la librairie, et puis vous programmez la fonction lambda pour qu'elle charge la librairie au moment de l'exécution, comme on peut charger une librairie dynamique. Ou alors vous configurez un trigger qui va télécharger la librairie pendant l'exécution de la fonction lambda. Je reviens vers toi. Tu as trouvé un exemple de librairie à 300 oui, mégas? Puppeteer. Alors, c'est un Ah oui, de test. de test, exactement. Et Un elle cron. fait, pour être exact, 295 mégas, je crois, un truc comme ça. Waouh. Puppeteer, si je me souviens bien, c'est une espèce de Chrome headless si on veut faire des Oui, tests web sur exact. des serveurs. Exact. Sans... C'est assez gros. Ouais. Oui, c'est quasiment Chrome qui est packagé comme une librairie, quoi. 5 secondes. Un peu compliqué. Cette question par rapport aux autres, un peu plus compliqué. Et On ça monte un va, peu. ça va, à mon avis, nous donner un sujet à discussion. Je te laisse Exact. expliquer. Alors, faut savoir que il y a des limites en termes de storage pour tout ce qui est lambda, fonction donc pour leur code et leur layer. Et la limite en fait générale, c'est d'avoir 250 mégas correspondant au code de déploiement donc de la fonction plus du layer dont elle aurait besoin. Donc on peut pas excéder cette limite-là. Donc ça veut dire que la première réponse et la deuxième réponse sont hors scope. Je peux plus montrer les réponses. J'ai laissé filer le timer. Mais donc la première réponse c'était de faire un zip comme d'habitude, et la deuxième Exactement. c'était d'utiliser une layer. C'était Donc, de le mettre en layer, mais c'est pareil, on est sur la même problématique parce qu'on est au-dessus des 250 mégas de la limite en termes de limite. La quatrième réponse c'était un truc complètement faux. Hein. Je lance ma lambda et ma lambda récupérera la librairie à l'exécution. Bah, si ta lambda doit importer la librairie, ça fonctionnera pas. Voilà, et tout puis simplement. la quatrième réponse parlait de trigger. Il n'y a pas de concept de trigger. Exactement, c'est ce que je disais. Ouais. Mais voilà, là, c'est une réponse construite sur rien du tout. Il y a aucun. Et donc la bonne réponse, c'était vraiment d'installer la librairie sur un EFS et d'associer l'EFS avec la lambda. Et puis, quand on fait son import, de pointer sur le mount qu'on a créé en termes qu'on a créé quand on a fait l'association entre l'EFS et la lambda. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, oui, ça revient à avoir cette librairie sur un stockage partagé, NFS, puisque EFS, c'est NFS, qui est monté par le runtime lambda, et puis charger une librairie dynamiquement, comme on le ferait. La seule la seule contrainte sur cette lambda, il faut qu'elle soit attachée à un VPC. Pour pouvoir utiliser EFS. Exactement, l'EFS, oui. Ce qui n'est plus un problème maintenant. Avant, ça avait un gros impact de performance. Maintenant, ça se passe relativement bien. Question intéressante, on passe à la suivante. Et la suivante, c'est après avoir découvert que votre flotte C2 a été compromis pour miner des cryptocurrencies, vous avez décidé d'arrêter votre cluster, d'en créer un nouveau avec des EMI dont vous êtes sûr, sur lesquels vous avez confiance, et vous voulez avoir maintenant une solution pour détecter quand ces instances sont compromises avec des malwares ou des crypto-miners. Quel est le service que vous pouvez utiliser pour détecter ce genre d'activité? Est-ce que vous pouvez utiliser Amazon Macy's, Amazon GuardDuty, AWS Inspector, ou alors est-ce que
vous activez simplement au niveau du VPC les VPC Flow Log. Une seule réponse, hein, je ne me trompe pas. Une seule réponse. Oui, une seule, oui, tout à fait. Hop, je zoome, je scrolle un tout petit peu pour que vous puissiez voir les 4 réponses sur le flux, mais si vous suivez sur votre application avec myquiz.org, vous devez pouvoir lire tout cela de toute façon. Il y a une question sur la question précédente. J'y reviendrai. On va d'abord débriefer celle-là. Donc, j'ai bien vu la question. Et on y répondra juste après. 10 secondes. Comment détecter quand vos instances EC2 font des trucs suspicieux, quand il y a des malwares ou des crypto miners qui sont installés sur vos instances EC2? Est-ce que c'est GuardDuty? La réponse est oui, 55% à avoir donné la bonne réponse. Explique-nous pourquoi ce ne sont pas les autres et pourquoi ce n'est pas Inspector, comme 44% le pensent. Oui. Alors, on va commencer par ceux qui sont vraiment pas dans le top des réponses qui ont été données. Bon, d'abord, enable le VPC Flow Log, ce sera pas suffisant. Le VPC Flow Log, ça récupère que le flux réseau, et on veut détecter plus que ça. Et puis même si on enable le VPC Flow Log, faut comment dire, faut l'analyser ce flow. Et voilà, juste enabler le VPC Flow Log, c'est juste pas suffisant. Le deuxième point, Amazon Macie. Amazon Macie, c'est plutôt un service qui permet de comprendre ce qu'on a dans ces données. Principalement, vérifier que permet de protéger les données sensibles qu'on va avoir sur son S3. Donc c'est pas le use case. Macie, c'est vraiment autour de la sécurité des données et pas de la sécurité de mes EC2. Exactement. Amazon Inspector, lui, c'est plutôt un outil qui va permettre de faire des assessments sur ta flotte de C2, mais il va pas le faire de manière continuelle. Donc il va permettre de dire si tes applications sont en compliance par rapport à ce que ton entreprise a mis en place en termes de sécurité, mais ça va pas continuellement détecter s'il y a des activités malicieuses. D'accord, donc c'est plutôt un check de compliance, vérifier s'il y a le dernier niveau de patching, si tel CVE, Security Vulnerability est installé, enfin patché. Voilà, ça va vérifier aussi les security groups, ce genre de choses-là, à un niveau global, au niveau de ton compte. Et c'est vraiment Amazon GuardDuty, qui est un outil qui va continuellement monitorer la sécurité, analyser les process qui transitent au niveau de tes ressources, et ça va travailler sur les VPC Flow Log dont on a parlé, mais c'était pas suffisant, mais ça va aussi travailler sur le CloudTrail, sur les logs DNS, sur pas mal de choses. D'accord, donc il va collecter des données sur différentes sources et puis analyser ça avec des techniques d'apprentissage machine pour essayer de détecter les problèmes qu'il peut y avoir sur une flotte. Alors ça, il faut très bien connaître si vous faites la certif sécurité, évidemment, parce qu'il y aura beaucoup de questions dans ce genre-là et sur ces services-là. En architecture, ça peut arriver. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut arriver une question comme ça, vous n'en aurez pas 20 sur votre test. Donc, en DevOps aussi, je crois. En DevOps également, bien sûr. Oui. Et donc, même si, par la nature de votre job, vous connaissez un peu moins bien ces produits-là, soit vous devinez, et puis si vous ratez, vous ratez qu'une question, c'est pas catastrophique. Je pense pas qu'AWS donne la barre pour passer les examens, mais il faut pas avoir un 100%, il faut même pas avoir un 90%, la barre est un peu plus basse. Et donc voilà, s'il y a une question auquel on peut pas répondre, il faut pas paniquer, on fait pour un mieux, on y revient peut-être après si on a le temps, sinon on passe et on avance sur les questions dont on est sûr. Merci pour ce debrief. Je reviens à la question précédente. Donc la question précédente, c'était sur AWS Lambda, qui devait charger une très grosse librairie. Et Mage Sian, pardonnez-moi la prononciation, c'est incorrect, nous dit est-ce qu'on pourrait récupérer la librairie depuis S3 ? À quel moment? Si c'est à l'exécution, si la fonction on n'en a pas besoin de la librairie et typiquement il n'y a pas un import de la librairie, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si tu as besoin de ça à l'exécution, tu peux faire en sorte de la récupérer. Je suis pas sûr qu'il y ait un mécanisme pour faire un import
de librairie sur un S3. Oui, il faudrait le programmer. Donc Ouais. techniquement, moi je dirais oui, c'est faisable, mais il faut écrire des lignes de code qui va télécharger la Voilà. librairie sur S3, le mettre dans le stockage local de la fonction lambda, et puis charger la librairie dynamiquement. Donc ça serait Et puis on faisable. revient à la même problématique, hein. Stockage local, 300 mégas, ça va Alors, être. c'est ce que j'allais dire. Je ne connais pas la limite de stockage local à vérifier. Alors, stockage Je local crois sur que c'est les. moins que ça. J'ai en Comme on tête a dit sur 500 le. mégas. Mais... Pardon, désolé, vas-y. Moi, j'ai en tête 500 mégas pour le stockage local, mais c'est à vérifier. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ouais, le temp, il fait 500 mégas. D'accord. Ouais. Et autre chose, il y a quand même une grosse différence, c'est que EFS c'est du block storage, S3 c'est de l'object storage. Donc avec S3, vous devez télécharger l'ensemble du bidule avant de commencer à le télécharger, tandis qu'avec EFS, c'est comme si vous aviez un disque en local. Donc il peut y avoir des optimisations faites au niveau de l'OS pour aller chercher ce fichier-là. Il n'y a pas ce temps de transfert, de copie du fichier de S3 vers un stockage local, et puis aller le lire sur le stockage local. On va lire les blocs directement comme si c'était en stockage local, avec une petite latence complémentaire. Mais donc, il y a quand même certainement une différence en performance qui doit être mesurable. Je suis sûr qu'elle est mesurable. Je vois que le compteur de view augmente, donc si vous nous rejoignez, bienvenue. C'est le quiz AWS en français. On répond à des questions de certification AWS. Aujourd'hui, architecte associate, avec Mohamed pour débriefer les questions. Nous sommes à la 5e question et la 6e arrive dans une seconde. Sixième question. Mon équipe veut construire une application qui peut identifier des visages. Quel est le service d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine d'AWS qui pourrait nous aider pour faire cela avec le moins d'efforts possible. Attention, avec le moins d'efforts possible, quand vous voyez ce genre de phrase dans un examen de certif, regardez bien la question parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais il y en a qui vont vous coûter plus cher en temps, en moyens à mettre en œuvre. Et donc ici, on demande bien le least effort, l'effort le moins grand. Est-ce que c'est Amazon Forecast qui vous aide pour reconnaître des visages? Est-ce que c'est Amazon SageMaker? Est-ce que c'est AWS Poly? Ou est-ce que c'est AWS Recognition? Il y a un indice dans le nom de service. Ouais. Côté leaderboard, on a toujours Adrien qui mène à 32 points, Flowlight à 22, Yous à 16, Nadir à 8, Bob à 7, Jasmine 6, et puis tous les autres en dessous. Donc ça, rien n'est joué encore pour les 3 premières places, et encore 4 questions après celle-ci. 10 secondes, vous voulez faire une application qui reconnaît des visages. Forecast, SageMaker, Poly, Recognition. Roulement de tambour, la bonne réponse est Recognition. Pourquoi? Alors, on va déjà écarter ceux qui sont avec lesquels on ne peut pas faire ça. Ça va être Poly et Forecast. Poly, ça va être un outil qui va faire du text-to-speak service. Donc tu lui donnes un texte et il va pouvoir le lire et le transformer en voix, enfin en une voix. Ouais, en une voix, tout à fait. Féminine, dans des tas de langues différents, avec des accents différents. Il y a le français québécois, le français français. C'est amusant. Tout à fait. Amazon Forecast, lui, c'est un outil de machine learning qui permet de faire de la prévision. Donc, on lui donne des données en entrée, et il va pouvoir faire des prévisions financières, des prévisions de stock ou de ressources, genre de choses là. Donc, c'est assez intéressant. Mais rien à voir avec ce qu'on a envie de faire ici. Donc, les deux services qui nous permettraient de faire ça, ça va être SageMaker. Par contre, SageMaker, faudra lui fournir la data, construire un modèle, l'entraîner, le déployer. Donc voilà, c'est pas forcément en termes d'effort, c'est pas négligeable. Alors qu'on a un Recognition qui lui est un outil super simple, on va juste lui filer des images pour l'entraîner avec les custom labels. Donc on lui donne des images, on va les étiqueter ces images-là, et puis on va le laisser s'entraîner un petit peu. Et puis derrière, il reconnectera facilement les personnes. Donc on n'a pas de modèle à créer ou quoi que ce soit, et c'est assez simple d'utilisation pour pratiquement n'importe quel développeur. Il reconnaît les visages, il reconnaît les objets dans une photo, les textes dans une photo également. Exactement, des personnes célèbres.
Les célébrités, Oui. si vous avez regardé le mariage de Harry et Meghan sur Sky TV en Angleterre il y a quelques années déjà, maintenant 2-3 ans, il y avait des sous-titres à l'écran où les célébrités qui assistaient dans le public étaient reconnues automatiquement, c'était avec Recognition. Quelqu'un demandait s'il y a un replay de toutes les sessions, c'est pour ça que vous m'avez peut-être vu changer dans mon navigateur un moment pendant que Mohamed expliquait. Oui, il y a un replay, il est sur youtube.com/Stepsto, toutes les sessions de cette saison et de la saison avant, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on fait le Certification Quiz, donc il y a à peu près, avec celle-ci, il y aura 20 sessions qui sont disponibles pour vous, pour regarder des anciens quiz qui sont toujours valables. A priori, ce genre de questions, elles sont faites pour durer dans le temps aussi. Je voulais rajouter une chose, Recognition fait de la reconnaissance faciale, il ne fait pas de l'identification, parce que dans la question, il est marqué identifier les visages. C'est une discussion qu'on a eue avec Mohamed juste avant. Et la différence est subtile. Reconnaître, c'est dire, il y a un visage et il est là. Éventuellement dire, tiens, c'est le même visage sur 2 photos différentes, mais il n'identifie pas. Donc, il ne dit pas que c'est moi, Seb. Il dit, voilà, il y a une personne à cet endroit-là, les coordonnées de ses yeux, de son nez, de sa bouche, mais il ne dit pas c'est Seb. Identifier, ça nécessiterait du développement de votre côté au niveau applicatif pour pouvoir reconnaître que c'est telle personne ou telle autre. Voilà, c'est une petite précision, mais qui a son importance, tout à fait. Toujours bon de faire savoir. Question 7, c'est parti. Question 7. Votre site web utilise Amazon S3 pour servir des photos à très haute qualité à vos visiteurs. Et un jour, vous vous rendez compte que vos photos sont également utilisées par le site d'un de vos compétiteurs qui link directement vers votre bucket S3. Alors, évidemment, ça a un impact sur votre facture, puisque vous payez le trafic qui sort d'S3, sur la réputation également. Donc, quel serait le moyen le plus efficace pour résoudre ce problème et rendre vos photos uniquement accessible à vos utilisateurs? Réponse A, vous créez une distribution CloudFront et vous activez HTTPS only. Réponse B, vous bloquez les adresses IP des sites web qui pompent votre contenu en utilisant des règles dans un NACL, Network Access Control List. Réponse C, vous enlevez l'accès public d'S3 et vous utilisez des URL S3 pré-signés avec une courte durée d'expiration. Réponse D, vous stockez et servez de façon privée vos photos de haute qualité avec un service qui s'appelle Amazon Workdocs plutôt que S3. Donc pour servir de façon privée des photos depuis S3, est-ce que vous utilisez CloudFront HTTPS, vous bloquez les adresses IP des méchants, vous utilisez des URL S3 pré-signés, ou est-ce que vous changez de service et vous utilisez Amazon Workdoc plutôt que Amazon S3? Et la bonne réponse, avec encore des réponses qui arrivent sur le fil, la bonne réponse est 62% quand même. Il y a un petit piège avec CloudFront, il y a une ou deux personnes qui sont tombées dedans. Explique-nous ça. Ouais, alors... moi j'aime bien commencer par les réponses qui sont pas du tout... les réponses farfelues. Voilà, les réponses farfelues. Donc la 4e, typiquement. Où je vais stocker dans Amazon Workdocs. En fait, Amazon Workdocs, c'est un outil qui permet de la collaboration, principalement autour de documents qui vont être, enfin des documents de texte, de documents genre j'écris comme dans un Word, un truc comme ça. C'est pas forcément pour du média. C'est pas fait pour. Donc ça, on peut carrément le mettre à côté. C'est pas fait pour le hosting statique. Le premier est pas vraiment, ça suffit pas. Mettre en place un CloudFront, ça permet juste de distribuer un peu partout enfin plus facilement les médias et qui soient accessibles plus rapidement aux gens un peu à travers le monde. Et enabler l'HTTPS, c'est pas suffisant non plus. Néanmoins, faut le faire. Ça, c'est des choses qu'il faut faire, surtout quand vous êtes vous avez un site statique sur S3. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tout de suite pour sécuriser votre site web statique. Ça diminue la latence, ça diminue vos coûts. Donc exact.
pas de raison de pas le Donc faire, enfin. c'est tout bénef de le faire, ça, il n'y a pas de Ouais. problème. Par contre, c'est pas ça qui va résoudre votre problème. Oui, votre site, Le il reste deuxième point. public. Avec le A, votre site, il reste public. Tes URL Exactement, ne oui, sont tout pas à fait. privées. Oui, D'accord. oui. Le site reste public. Le 2, alors le 2 peut fonctionner. Néanmoins, la problématique, c'est que si votre compétiteur change d'IP, ben, ben ça va plus fonctionner. Donc ça va pas scaler cette solution-là. Ça peut pas fonctionner, non? Parce qu'il n'y a pas de Ah, NACL pour S3. Je me t'es trompe? sûr? Je suis presque sûr. Parce que les NACL sont associés à un Ah, je sais VPC plus. et S3 est en accès public. Faut qu'on vérifie sur ce point-là. J'étais pratiquement sûr que c'était possible de faire Alors, des filtrages. Peut-être pas avec Knuckle, alors. oui, c'est Faut que ça. Il y faut que je regarde. a peut-être moyen de filtrer sur IP sur S3, mais pas avec NACL, parce que NACL, c'est attaché au VPC. D'accord, Et donc, peut-être. C'est peut-être ce petit point-là. Mais de toute manière, NACL c'est faux. disqualifie effectivement la 2. Exact. Mais même voilà, même s'il n'y avait pas le knuckle, ça disqualifie parce que c'est pas une bonne solution. Donc la bonne solution, c'est vraiment de mettre en place des URL présignés avec des temps de vie qui sont courts, parce que sinon ils pourraient être réutilisés, et pour sécuriser l'accès à vos buckets. Donc typiquement, c'est votre application server quand il va ou votre web server quand il va rendre calculer la page, au lieu de donner une URL qui est la même à tout le monde, il va calculer une URL unique chaque fois qu'on rend la page, unique par client, et elle est présignée dans le sens où dans les paramètres de l'URL, vous allez retrouver votre access key, en tout cas une access key qui a le droit d'accéder à S3, et une signature et une date d'expiration, etc. Alors calculer la signature à la mano, écrire du code, je l'ai déjà fait, c'est pas facile. Mais les SDK ont une méthode pour faire ça, en tout cas le SDK JavaScript, Python, et donc vous pouvez très facilement, en un seul appel de fonction, obtenir une URL présignée pour un objet dans S3. Tu es en train de vérifier les adresses IP? Ouais. Alors, je viens de regarder, tu as raison, c'est pas NACL, mais t'as les ACL par contre. Ah, les ACL, C'est pas, d'accord. voilà, je me suis peut-être Non, c'est bien. De toute façon, il n'y a personne qui a répondu la 2. Et donc, effectivement, avec les ACL, il y a moyen de filtrer, restreindre les adresses IP dans S3. Et les NACL, c'est pour filtrer les adresses IP VPC, ouais. dans un VPC. Petite subtilité, pas mal. Tout à fait. Jolie discussion. Et j'espère qu'on ouais. a répondu à la question de Check Rasso qui demandait pourquoi le C. Ben voilà, ça a été expliqué en détail. Allez, il nous reste 3 questions. On y va pour la 8e. La 8e question. Votre société a des instances Amazon EC2 sous Linux et sous Windows qui travaillent sur des données critiques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour assurer la haute disponibilité du système, vous devez créer une solution qui vous permet de monitorer l'utilisation disque et mémoire de toutes vos instances Linux et Windows. Quelle est la solution la plus appropriée pour implémenter cette solution de monitoring? Vous installez les agents CloudWatch sur toutes les instances EC2 et vous collectez les données mémoire et disque. Et pour voir ces métriques custom, vous utilisez la CloudWatch console. Réponse B, vous utilisez la configuration par défaut de CloudWatch. L'utilisation mémoire et disque est disponible dans la configuration standard de CloudWatch. En plus, vous installez le System Manager Agent SSM Agent. Réponse C, vous activez le Enhanced Monitoring sur EC2 et vous installez le CloudWatch Agent sur toutes les instances EC2. Et vous verrez ainsi apparaître la mémoire et le disque dans le CloudWatch Dashboard. Ou alors, réponse D, vous utilisez Amazon Inspector, dont on a déjà parlé, pour installer l'inspecteur agent, l'agent inspector, et vous faites ça sur toutes les instances. Donc, CloudWatch Agent et CloudWatch Console, rien de spécial, mais avec System Manager, ou CloudWatch plus l'option Enhanced Monitoring, ou alors Amazon Inspector. Et la bonne réponse est la première. Explique-nous ça. Alors, on a vu tout à l'heure, Inspector, c'est pas fait pour ça. C'est plutôt un outil qui permet de faire l'assessment au niveau de sécurité. Donc ça, on peut l'écarter. Le deuxième, c'est, on a dit, on utilise la configuration par défaut. En fait, la configuration par défaut, c'est pas suffisant. Le CloudWatch, par défaut, ce qu'il va aller récupérer, c'est l'utilisation du network, l'utilisation du CPU, les performances du disque, mais au niveau mémoire et au niveau utilisation de disque, il sait pas faire tout seul. Ouais. Donc ça marchera pas.
Et puis la troisième réponse, le Enhanced Monitoring, en fait, cette option, c'est une option CloudWatch, oui, mais pour RDS, pas pour EC2. Donc voilà, c'est Ça, c'était le piège. Enhanced Monitoring, ça c'est- n'existe pas alors, pour EC2. exactement. Il y a bien une option Detailed Monitoring sur EC2 Mhm. Mais qui fait qui quoi par permet... rapport au... pardon? Oui, qui fait quoi par rapport au monitoring standard? Ouais, ça permet d'avoir plus de points de mesure que le monitoring standard. Le monitoring standard, c'est toutes les 5 minutes. Avec le detail, on peut avoir toutes les minutes, je crois. D'accord. Donc voilà, ça permet d'avoir plus de points de mesure. Donc la première réponse, c'est la bonne. Donc installer un CloudWatch Agent, ce qui va permettre de récupérer les métriques que votre système va fournir. Et puis derrière, utiliser les custom metrics dans la console pour les afficher. Et créer des alarmes, etc. si besoin. Adrien qui dit: j'ai répondu vite pour jouer pour les points. Je pense que je me suis trompé, mais après j'ai dépassé un ouf, et donc je me dis que peut-être que non. Non, c'était bon. Ça me rappelle, ça me permet cette question de rappeler un point très important. AWS n'a pas accès à ce qui se passe dans votre système d'exploitation. Oui. Donc les métriques qu'on fournit dans CloudWatch en standard, c'est le CPU, parce que ça on peut voir vu de l'extérieur, vu de l'hyperviseur. Les IO disques réseau, on peut le voir de l'extérieur aussi. Mais ce qui se passe dans votre système d'exploitation, donc l'utilisation de disques, pour ça il faut connaître le file system que vous utilisez et avoir accès au file system, ça on peut pas le savoir. Et l'utilisation mémoire, il faut être dans l'OS aussi pour demander à l'OS dis-moi ce qui reste de libre. Et donc ça, il faut que vous installiez un truc vous-même, mais évidemment, on le fournit, le CloudWatch Agent, qui collecte ces données auprès de l'OS et qui les pousse vers CloudWatch. Attention, vous les payez comme des custom metrics. Il y a un coût pour les custom metrics pour cela aussi. Mais c'est un message qu'il est bon de rappeler de temps en temps. AWS n'a pas accès à ce qui se passe dans vos instances. Toujours, je dis Adrien, 50 points. Attention, c'est serré. 45 pour Flow Fight. Neuvième et avant-dernière question. Votre société veut migrer rapidement un groupe de serveurs physiques et de machines virtuelles depuis des data centers on-prem vers le cloud AWS. Votre temps de cutover ne peut pas dépasser 30 minutes. Quel service vous allez utiliser pour faire cette migration? Attention, il y a un piège. AWS Server Migration Service, SMS, Cloud Endure Migration, AWS Snowball et AWS Migration Hub. Question de migration, comme vous en aurez certainement dans la question dans l'examen architecte associate. Il y a même deux pièges, je dirais. C'est une question qui mérite un peu de debrief aussi. Oui, en effet. Et a priori, vous connaissez la réponse si vous travaillez dans des contextes d'entreprise où il y a de la migration de data center. Si vous êtes plutôt dans un contexte startup, new to the cloud, vous ne posez même pas ce genre de questions. C'est vrai. Donc là, il faut regarder un peu plus large. Mais c'est des questions qui sont assez centrales dans l'adoption cloud. Donc, ouais, tout à fait. Oui, puisqu'une immense majorité des systèmes informatiques sont à migrer encore aujourd'hui vers le cloud. Il y a plus de choses à faire là qu'en nouveau système, en tout cas. La bonne réponse est la réponse B, Cloud Endure, avec seulement une ou deux personnes qui ont bien répondu. Alors, vous êtes tombé dans le piège de Server Migration Service. Dis-nous c'est quoi et pourquoi c'est pas bon. Alors, SMS, c'est un super outil, hein. Je vais pas dire le contraire. La seule limite de SMS, c'est qu'en fait, on va pas pouvoir faire de serveur physique avec. SMS, c'est pour de l'Hyper-V et du VMware. Donc serveur physique, c'est pas possible. Et puis, alors en plus, deuxième contrainte avec SMS, c'est qu'en fait, les cutovers, c'est approximativement une bonne heure. Parce que le SMS, ce qu'il va faire, c'est transformer votre VM en AMI EC2. Et puis cette AMI EC2-là, après, derrière, faut la provisionner, faut la lancer, faut l'instancier, et instancier tout ce qui va bien autour aussi, hein. Donc ça prend quand même un peu de temps. Même si ça fonctionne, je veux dire, très bien. C'est juste que pour ce use case-là, c'est pas forcément le meilleur outil. Oui, j'ai pas expliqué, mais le cutover, c'est le moment où on arrête l'ancien serveur et puis on démarre le nouveau après. Oui. Combien de temps entre les deux? Combien de temps de blackout entre les deux? Et donc, tu disais SMS, c'est uniquement pour migrer des VM, donc du VMware ou du le truc de Microsoft, dont j'ai oublié le nom, Hyper-V, merci. Donc, Hyper-V ou VMware.
depuis n'importe où, pas nécessairement depuis un on-prem, ça peut être depuis un autre Ah cloud. non, ça peut être depuis Azure, pas de problème. Migration Hub. Alors Migration Hub, c'est pas un service qui permet de faire la migration tout seul en fait. C'est un service qui permet de dashboarder ton projet de migration. Donc ça va permettre d'avoir des éléments qui vont venir d'un autre service de migration, un service autour de la migration qui est Application Discovery, où tu vas installer des agents au niveau de tes machines ou installer un genre d'agent au niveau de ton VMware et récupérer les informations des serveurs on-prem que tu as, et donc il va te permettre de cartographier un petit peu ce que tu as migré. Ce dashboard aussi va permettre de plugger les outils qui vont te permettre de faire de faire ta migration, dont les SMS et les Cloud Endure, ou des services tiers faits par des partenaires AWS, ou du DMS pour faire du database migration. Et puis, il va te permettre aussi d'optimiser le choix des EC2 que tu vas mettre en place, que tu vas créer sur AWS. Donc, il va te dire, suivant la charge qu'il va voir, la charge existante que tu as on-prem ou chez ton autre cloud provider, il va te dire, typiquement si tu avais provisionné un 4 CPU et puis 16 Go de RAM chez ton fournisseur initial, mais qu'il était utilisé qu'à 2 ou 3%, Migration Hub, il va pouvoir te dire, en fin de compte, c'est pas la peine de prendre une aussi grosse machine, prends plutôt une plus petite, tu vas gagner des sous. Donc c'est vraiment intéressant pour suivre ton projet de migration, mais ça le fait pas pour toi. Ça le fait pas pour moi. Voilà. Et donc Cloud Endure. Cloud Endure, lui, c'est un outil qui va te permettre de faire la migration de manière continuelle. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas installer des agents sur la machine que tu vas migrer, et cet agent-là, il va répliquer byte par byte ce qui existe sur ta machine, qu'elle soit physique ou VM. Et il va créer, côté AWS, on va dire un réplica, une AMI qui correspond au réplica de ce que tu as. Et l'outil lui-même va pouvoir provisionner en créant un blueprint au niveau Cloud Endure, et va créer pour toi, provisionner pour toi la machine. Et donc, vraiment en quelques minutes, tu peux avoir copié de l'autre côté et allumé de l'autre. Il va tout préparer pour toi en amont, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça la grosse différence. Et si je me souviens bien, c'est presque tout automatique, il n'y a rien à faire. On installe juste un petit agent sur les systèmes source, oui. puis tout le reste se passe automatiquement, c'est assez magique. Le challenge ici avec Cloud Endure, c'est d'installer les agents sur la flotte que tu vas avoir on-prem. Donc là, typiquement, il ne faut pas hésiter à mettre en place des outils d'automatisation, genre du Ansible, des trucs comme ça, qui te permettent de le faire en masse. Et puis, ce qu'il faudra bien faire, c'est vraiment créer ce blueprint-là correctement. Voilà. Il aide vraiment beaucoup à faire la migration, cet outil, il est vraiment top. Donc il y a deux versions de Cloud Endure, il y a cet outil de migration, et puis on peut utiliser les mêmes technologies pour faire aussi du disaster recovery. Exactement. Et garder des instances EC2 prêtes à reprendre la charge au cas où, dans une autre région par exemple. Allez regarder Cloud Endure. Question suivante, la dernière. Pour une question de temps, je passe. Vas-y, pas de problème. Mon jingle qui n'est pas parti. Dernière question, question 10. La société veut implémenter justement du cross-region disaster recovery avec un temps de recovery minimum, le RPO, le Recovery Point Objective. Mais ce pour mes bases de données Amazon RDS, PostgreSQL. Quelle méthode dois-je utiliser? Est-ce que je dois activer le multi-ASI sur RDS et évidemment choisir une ASI dans une autre région? Est-ce que je dois juste lire la question me perturbe déjà, si ça peut vous donner un indice? Est-ce que vous devez utiliser des backups automatiques et restaurer RDS dans une autre région? Est-ce que vous devez utiliser des snapshots manuels et restaurer RDS dans une autre région? Ou est-ce que vous devez créer un read replica dans une autre région et promouvoir ce read replica si jamais un désastre arrive? Donc on est dans un scénario de disaster recovery ici, qui n'est pas du backup, avec un temps de reprise minimum, un temps de reprise minimum. Est-ce que la bonne réponse, c'est multi-ASI en multi-région? Est-ce que la bonne réponse, c'est les backups et stocker ces backups dans une autre région? Est-ce que la bonne réponse, ce sont les snapshots
vers une autre région, ou alors le read replica, et promouvoir le read replica quand un désastre arrive. En effet. Donc ça, c'est typiquement une question d'architecte, une question DevOps. On aurait eu encore la partie applicative aussi en plus à gérer. Bon point. Et la bonne réponse, et vous étiez 75% à nous donner la bonne réponse, oui. c'est la bonne. Alors, pourquoi pas la première qui m'a un peu étranglé et fait tousser? Mais en fait, le multi-easy, c'est pas possible de le faire sur plusieurs régions. Tu fais multi-easy dans ta région seulement. Quand tu choisiras, quand le système te proposera de choisir une autre easy, mais il te proposera que les easy que tu as sur ta région. Donc ça, c'est pas possible, tu pourras pas le faire. Aller faire du multi-région en multi-easy. Ça serait cool, hein, mais... Et la 2 et la 3 sont pas bons non plus. Pourquoi? Parce que techniquement, ça marche. Je peux faire un backup ou un snapshot et puis le transférer vers une autre région, non? Alors, l'automated backup marcherait pas. Parce que l'automated backup est confiné à ta région. Enfin, c'est vraiment ton backup pour ta DB dans ta région. Néanmoins, si tu veux faire du snapshot manuel, tu pourras le restaurer, ce snapshot manuel-là, sur une autre région. Et par contre, ça prendra un peu plus de temps que d'avoir un RAID réplica qui est déjà prêt de l'autre côté et où tu fais la bascule en fait assez rapidement. Mais, par contre, le coût est plus important. Oui, parce qu'il y a 2 instances de la base de données en RAID réplica. En fait, le C techniquement donc va marcher comme tu l'as expliqué, mais ça prendrait de quelques dizaines de minutes à quelques heures en fonction de la taille de votre backup, le temps de le transférer dans l'autre région et puis remonter une base de données à partir de là. Tandis qu'avec la D, vous avez 2 bases de données qui tournent et la deuxième c'est en quelques minutes, en 5 à quelques millisecondes, quelques secondes derrière votre base de données principale maximum. Et donc, il suffit de changer le endpoint, c'est ça? C'est l'application pointe vers l'autre base de données et on continue les opérations comme si de rien n'était. En fait, oui, c'est ça. Typiquement, tu vas promouvoir ta RAID réplica au niveau d'RDS, tu vas promouvoir ton RAID réplica comme étant une instance propre. Donc, il n'y a même rien à faire au niveau des applications. C'est le DNS qui va changer automatiquement. Exactement. Il faut juste avoir des caches DNS relativement courts. Voilà. Et puis, je t'avais filé une URL pour les gens qui s'intéressent. Il y a un blog intéressant qui explique ça. Je ne sais pas si je peux la copier-coller. Non, mais sinon, vous cherchez Disaster Recovery. Je te la mets dans le chat. Ah, tu peux la mettre dans le chat, ce serait parfait. Eh bien, côté leaderboard, Ch'ti Adrien, gardez le lead, 57 points, Flowfight 50, Just Me 30, donc quand même des grands écarts. Puis après, ça se tient de très près. Hein. Numéro 4, je ne vais pas te dire tous les noms, tous les pseudos, mais ça se tient dans un mouchoir de poche après. Il me manque un jingle pour dire bravo. Mais merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous êtes amusé, que vous vous préparez peut-être à votre certification AWS. Quoi dire d'autre? Rien d'autre, c'est vendredi soir, donc profitez de votre week-end. Mohamed, un énorme merci d'avoir préparé les questions, d'avoir débriefé avec nous. Il y a un meet-up Genève bientôt, hein, si je me souviens bien. Le 30 juin. Alors attends, je vais te le filer, comme ça les gens pourront regarder aussi. Dans le chat. Dans le chat, ouais. Oui. En fait, c'est le 30 juin, ça va être en virtuel. Et puis, on aura un AWS Hero qui va présenter du SageMaker. Donc, l'idée ici, c'est qu'ils nous disent comment on commence proprement un projet machine learning avec SageMaker. Voilà, c'est intéressant comme sujet. Et je vous mets le lien là dans le chat. Si vous voulez gagner $25 de crédit, vous tapez eventbox.dev/survey, vous tapez le code SAYUB9Y, pardon, comme vous l'avez à l'écran là, ou vous scannez le QR code. De nouveau, c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains, vous pouvez me faire confiance. Il vous emmène là et rien d'autre. Vous aurez 3 questions très simples, vous mettez 5 étoiles et puis vous pouvez avoir $25. Il y a une vingtaine de codes disponibles. Il n'y en a qu'un par personne, n'essayez pas 2 fois, normalement ça ne devrait pas marcher. Normalement ça ne devrait pas marcher, mais sait-on jamais. Donc je laisse ça à l'écran pendant qu'on termine Meetup de Genève, donc sur SageMaker avec un AWS Hero. C'est un Meetup virtuel, donc il ne faut pas aller à Genève. Oui, Twitch. Non, Twitch, c'est bon. C'est bon. En se connectant au Meetup, vous aurez l'adresse de la chaîne Twitch. Cool. Et vous cherchez AWS User Group Genève dans votre outil de recherche favori ou si vous êtes sur YouTube ou sur Twitch, vous cliquez sur le lien qui est là. Tu nous rappelles la date? Le 30 juin.
30 juin, donc c'est dans Dans 12 jours. Si vous regardez exactement. cette vidéo à la demande, il y a encore de bonnes chances que vous puissiez vous inscrire et assister à ce Meetup. Mesdames, messieurs, merci et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, 16h heure de Paris et de Genève, avec quelqu'un d'autre qui déroulera les questions avec moi et on repassera en vue une petite dizaine de questions la semaine prochaine. Au revoir et bon week-end. Au revoir.